Bonjour, donc Patrick Vourge, je suis responsable du laboratoire de biologie médicale de référence sur la génétique de la SLA au CHU de Tours et membre de l'unité de recherche iBrain à Tours. Donc voici un petit résumé de la session génétique et génomique dans la SLA qui a eu lieu en ouverture du congrès de l'ANCALS à Madrid. Donc cette session a commencé par une conférence plénière qui a été donnée par John Landers de l'université du Massachusetts aux États-Unis, qui avait pour titre de la découverte des gènes impliqués dans la SLA au développement de traitements thérapeutiques. Alors il a commencé par rappeler bien sûr que les 3 décennies passées ont permis la découverte de gènes majeurs dans la SLA, SOD1, C9, FUST et DP43, entre autres, donc des gènes activables. Et donc bien sûr maintenant l'idée c'est de faire de ces découvertes des thérapeutiques. Or, le mécanisme d'action de ces thérapeutiques doivent être différents selon le gène. Ceux que je viens de citer, on va plus chercher à réduire leur expression, alors que des gènes comme NEC1 ou TBK1, l'objectif serait plutôt d'augmenter leur expression. Donc pour les gènes dont il faut réduire l'expression, les choses avancent, comme vous le savez, grâce aux ASO, aux oligonucléotides antisens, avec le tofersen contre SOD1 ou le jacifusène contre FUS. Et la chose intéressante ici, c'est qu'un même ASO est utilisable, quelle que soit la mutation de ces gènes. Pour d'autres gènes, et en particulier TDP43 qui contient 70 mutations différentes environ, ou C9 ou RF72 qui présentent une longue répétition, les choses sont plus compliquées. Donc pour TDP43 par exemple, il faudrait quasiment un ASO pour chaque mutation pour que ce soit efficace, semble-t-il. Donc John Landers a exposé une démarche qu'ils ont mis en place dans leur laboratoire, à savoir une approche allèle-spécifique knockdown, ciblant une région contenant une insertion délétion dans TDP43, une indel. En d'autres termes, un ASO qui ciblerait non pas une zone commune à tous les gènes, mais une zone de l'ARN prémessager de TDP43 variable selon les personnes, car contenant un polymorphisme de type indel. Donc, et il s'avère que ce type de polymorphisme existe. Il a par exemple montré un indel à l'état hétérozygote chez 47% des patients. Cet ASO donc ciblerait spécifiquement l'insertion ou la région délétée en fonction de l'allèle de TDP43 qui porterait la mutation. Et ceci serait particulièrement intéressant car, indépendant de la mutation, un même ASO pourrait servir à plusieurs mutations dans TDP43. Et tout ceci semble fonctionner in vitro. Ils ont développé la même approche pour un autre gène qui est impliqué dans la SLA, qui est KIF5A. Et donc, je pense qu'il faudra suivre de près tous ces travaux dans les prochains mois. Donc, puis, il y a eu 7 présentations plus courtes. Alors, la première présentation avait pour titre « Analyse des mutations du gène ARP21 dans la SLA familiale et sporadique au sein de la population espagnole » par Álvaro Carballo Vieiro d'Espagne. Donc il a tout d'abord rappelé que 30% des cas de SLA familiale n'ont toujours pas de cause identifiée. Donc ils ont étudié le gène ARP21 qui code une protéine de liaison aux ARN et ils ont montré en Espagne sur plus de 2000 patients la présence de 6 variants génétiques différents de ce gène et des variants qui sont présents dans un nombre assez important de patients. Donc cela en fait un des facteurs génétiques les plus importants dans la SLA. En Espagne. Alors de manière très intéressante, il a rappelé que cette année, ce même gène a été mis en avant dans le papier de Hoppe et al. Dans Nature Genetics, qui est paru en mars 2026 et qui fait partie du programme MINE. La deuxième présentation avait pour titre « Les variants neurologiques et neurodéveloppementaux pathogènes rares dans la SLA sont associés à l'âge de début, à la survie et aux antécédents familiaux » par Chiara O'Donoghue d'Irlande. Alors ils ont fait un séquençage whole genome et ils ont décrit, en analysant ces séquences chez les patients SLA, la présence de variants génétiques impliqués dans des maladies neurologiques autres que la SLA, comme Alzheimer, etc. Et que ces variants de maladies neurologiques n'étaient pas rares, au contraire, chez ces patients SLA. Alors, il s'agit dans la SLA ici de variants autosomiques récessifs et de quelques variants autosomiques dominants avec pénétrance incomplète. Ils ont fait le même travail à la recherche de variants génétiques impliqués dans des maladies neurodéveloppementales. Là aussi, ils ont montré chez les patients SLA que ces variants impliqués dans des maladies neurodéveloppementales ne sont pas rares chez les patients SLA.
Alors tous ces variants impliqués dans des maladies neurologiques autres que la SLA ou des maladies neurodéveloppementales, sont associés ou seraient associés à, entre autres, une survie réduite, à un âge de début plus précoce et à des antécédents familiaux plus importants. La troisième présentation avait pour titre Utilisation des données d'archives néerlandaises pour reconstituer à grande échelle des super arbres généalogiques de la SLA par Daphne van Oostin des Pays-Bas. Alors l'idée ici était de partir de registres de personnes décédées pour construire des superbes arbres avec 4 ou 5 générations, et ceci ayant pour but d'obtenir des arbres avec plusieurs cas de SLA à partir d'un ancêtre commun, ceci sur 4 ou 5 générations. Et derrière, le but avec tous ces patients ayant des ancêtres communs est d'identifier par séquençage de nouveaux gènes, de nouveaux facteurs de risque impliqués dans la SLA. La quatrième présentation avait pour titre Facteurs de risque génétiques communs et différents dans les maladies neurodégénératives par Thomas Gomez d'Irlande. Alors, ils ont combiné ici de manière intéressante des GWAS, donc des analyses d'association sur le génome de différentes maladies neurodégénératives, la SLA, la DFT, la maladie d'Alzheimer, entre autres. Donc ils ont comparé par exemple ALS versus DFT, ALS versus Alzheimer, etc. Et en faisant ceci, sont apparus des loci qui sortaient statistiquement significatifs dans une des deux pathologies analysées, dans les deux. Et donc ceci a permis d'identifier des loci spécifiques et des loci communs, des loci contenant des gènes particulièrement intéressants pour certains d'entre eux qu'il serait bien sûr à analyser à la recherche de nouvelles mutations dans la SLA. Le cinquième exposé avait pour titre Thérapie génique fondée sur les SNARN U7, ciblant les événements d'épissage cryptique impliqués dans la SLA et la DFT, par Alessandro Marrero Guagliardi du Royaume-Uni. Alors, ce que l'on sait, c'est que la perte de fonction de TDP43 dans la SLA est associée à des défauts d'épissage d'ARN prémessager de plusieurs gènes, comme UNC13A, STMN2, HDG, FL2. Donc ils ont ici construit des vecteurs capables d'exprimer un petit ARN antisens ciblant spécifiquement les ARN prémessagers de chacun des 3 gènes précédemment cités, ceci afin de restaurer un épissage correct. Et cela semble fonctionner in vitro au moins. Ils ont ensuite combiné ces 3 antisens dans un même vecteur, ceci en vue d'avoir une action simultanée sur les 3 gènes dans les cellules. Là aussi, les résultats semblent prometteurs, avec une restauration d'un épissage correct. Alors pourquoi les vecteurs SNARN U7 sont particulièrement intéressants par rapport à des approches ASO, comme on le connaît pour le tofersen par exemple? C'est car ici, une seule administration au patient suffirait, car ici on est en présence d'un vecteur viral, alors qu'il faut, comme vous le savez, plusieurs administrations pour un ASO. La 6e présentation avait pour titre Restauration de la fonction de TDP43, le potentiel translationnel de AP2 dans la SLA, par Ana Martinez d'Espagne. Alors l'hypothèse de départ de son équipe est de travailler sur une thérapeutique qui restaurerait l'homéostasie de TDP43 dans la SLA. On sait par exemple que TDP43 est hyperphosphorylé dans la SLA, donc par des kinases. Une des kinases les plus souvent impliquées dans cette hyperphosphorylation de TDP43 est la protéine CK1. Donc il travaille sur une molécule qui s'appelle AP2, qui est un inhibiteur de CK1. Et pour montrer que AP2 fonctionne, ils ont utilisé un modèle assez original, qui sont des lymphoblastes de patients, qui récapituleraient la pathologie SLA, à savoir, par exemple, la présence de TDP43 dans le cytoplasme. Alors leurs résultats in vitro montrent que AP2 réduit la présence de TDP43 cytoplasmique, donc qui reste plus nucléaire,
réduit la propagation de TDP-43 de cellule en cellule et les résultats précliniques semblent aussi très intéressants. Donc ils vont passer actuellement sur une phase 1 chez l'homme. Le dernier exposé de cette session sur la génétique et la génomique dans la SLA était l'encapsidation de TDP-43 médiée par ARC favorise la propagation intercellulaire dans la SLA. Un nouveau pare-feu thérapeutique validé par le repositionnement du lenacapavir par M. Lopetegui d'Espagne. Donc ils sont ici partis d'un gros travail qui a été réalisé chez la drosophile, chez qui ils ont surexprimé TDP-43 dans les cellules gliales. Ils ont d'abord montré que chez cette drosophile, on retrouvait un phénotype qui s'apparente à une SLA, par exemple avec une propagation de la toxicité de TDP-43 de cellule en cellule. Et ils ont fait une étude RNA-seq en cellule unique chez ces drosophiles. Cela a permis de montrer que un des ARN messagers qui était le plus différentiellement exprimé comparé à des drosophiles sauvages était l'ARN messager de ARC. Donc ils ont alors travaillé sur des cellules humaines en culture, surexprimant TDP-43, et ils ont montré que l'ajout d'un ASO, d'un oligonucléotide antisense anti-ARC, réduisait la propagation de TDP-43 toxique de cellule en cellule. Donc au final, une session très intéressante, diverse, riche. Je vous remercie.